écosystème en France pour l'étude de la Guyane? Est-ce qu'il y a un droit spécifique et est-ce que dans les travaux de modélisation, les travaux hydrophysiologiques, on voit des zones qui sont particuliers en termes de projection pour le futur, c'est pareil. Alors, d'un point de vue juridique, oui, il y a des parties du code forestier qui sont destinées à la Guyane. On ne garde pas. Par exemple, pour certains chantiers, notamment pour faire des mines en Guyane, alors, c'est pas forcément lié à la forêt, mais c'est lié aux populations autochtones. On est obligé d'aller demander l'avis des chefs coutumiers, etc. Ça ne se fait pas dans d'autres territoires. Hein. Ça ne se fait pas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas ça. Mais pour la Guyane, il y a ça. Il y a aussi des défenseurs, il y a aussi des politiques qui sont plus défenseurs de la Guyane de ce point de vue. Sachant que la Guyane, c'est quand même sous office ONF. L'ensemble. Ouais, l'ensemble du. Ouais. L'ONF qui s'occupe de la Guyane. Autant qu'on peut s'occuper de la Guyane. À côté de ça, il y a les gendarmes, il y a les légionnaires, il y a tout ça. Il y a quand même d'énormes problématiques d'orpaillage, de tout ce qu'on veut en Guyane. Donc, mais c'est effectivement c'est l'État et les communautés locales. Du point de vue écophysio, on y bosse, hein, on a des labos là-bas. On étudie la même chose parce que ces écosystèmes sont aussi exposés aux sécheresses denses, etc. Donc on étudie les mêmes fonctions, on va dire. La différence principale, c'est le nombre d'espèces qu'il faut traiter, puisque la diversité est beaucoup plus importante. Donc ça veut dire des stratégies de recherche un peu différentes, mais les outils sont les mêmes et les collègues sont issus des mêmes formations, des mêmes et collaborent régulièrement avec nous sur les mêmes débats, sur les mêmes avancées, je vais dire. Oui, en particulier une station, les Nourag, là, qui est très étudiée. Ça l'est depuis longtemps. Et très interorganisme en fait, hein, parce que c'est des UT, CNRS, IRD, INRAE, universitaires, où tout le monde bosse au même endroit en fait. Et voilà, avec beaucoup de missions. Par exemple, moi j'ai un collègue qui régulièrement va faire une partie de sa recherche là-bas et il traite exactement la question de la diversité et du rôle de la diversité dans la réponse à la sécheresse. Il le traite en forêt mélangée en France métropolitaine et en Guyane. Donc on a des chercheurs qui utilisent ça comme un des sites expérimentaux tout à fait avancés. Et en termes de modélisation, moi j'avais fait un peu des trucs sur la modélisation de la transpiration. C'est exactement pareil, hein. C'est les mêmes drivers, c'est les mêmes variables climatiques de température, d'humidité, de rayonnement qui jouent. Alors, pas dans les mêmes gammes nécessairement, mais les drivers sont les mêmes. Les indices foliaires sont les mêmes. C'est forcément voilà. Donc il y a plein de choses. Voilà, ils sont plus grands et ils sont plus diversifiés, mais à l'échelle de communauté, c'est-à-dire peuplement, c'est les mêmes objets de recherche pour nous. Oui, c'est vrai que la grosse différence, c'est la biodiversité. Hein. C'est inconnu d'avoir des espèces, et on a tous ça. Pas des espèces un peu dur. Oui. Oui, il se trouve que j'ai travaillé 15 ans en Guyane, essentiellement en forêt. Et je pense qu'il faudrait souligner un événement récent. Un amendement qui a hélas été voté à l'Union européenne. L'Union européenne refusait qu'on soit autorisé à couper la forêt primaire pour faire du bois énergie. Et un député a obtenu une dérogation. Et il y a des projets d'utiliser la forêt guyanaise qui est vue par certains députés là-bas comme sous-utilisée pour alimenter des usines thermoélectriques sur la côte. Et donc, il y a un nouveau et grave danger, parce qu'on parle toujours d'orpaillage, mais là, il y a un nouveau et grave danger, c'est que la forêt serve de combustible pour des usines qui sont actuellement déjà en construction, avec le prétexte, c'est beaucoup mieux de brûler la forêt guyanaise pour faire de l'électricité,
que d'aller chercher du pétrole au Venezuela et de faire de l'électricité avec ce pétrole. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette dérogation qui a été obtenue. Oui, donc on a parlé de l'ascending tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des stratégies bien d'expérimenter pour repeupler les forêts après un tsunami? Ou bien est-ce qu'on laisse le système connaître de ses cendres tout seul? Alors, oui, souvent, on laisse du temps à la régénération naturelle. Sachant que dans les zones méditerranéennes, ça c'est la grosse différence si les incendies venaient par exemple dans les forêts de l'Est ou les forêts du centre de la France, c'est que dans ces zones méditerranéennes, ce sont des espèces qui ont un système de graines qui sont capables de germer après les incendies. Ça va pas être forcément le cas sur du chêne tempéré ou du hêtre chez nous, et donc ça c'est un des points un peu d'attention de la part de la recherche. Que ces écosystèmes qui aujourd'hui ne sont pas exposés sont composés d'espèces dont le renouvellement spontané va causer problème en cas d'incendie nouvellement arrivé. Donc la plupart du temps, c'est renouvellement par régénération naturelle, sauf dans les zones très très exposées à la population, où il y a des besoins de modifier pour justement protéger plutôt contre l'érosion des sols, des choses comme ça, où il faut des fois accompagner, donc en enrichissement pour aller un peu plus vite que la régénération naturelle. Je vais juste rajouter un truc là-dessus, c'est que je crois qu'il y a 2 ans, le numéro 2 de l'OMF avait expliqué qu'effectivement aujourd'hui, penser régénération qu'en termes de régénération naturelle devenait quasi impossible. Ce qui était une petite révolution à l'OMS. Donc voir une grosse révolution, c'est l'OMS, c'est de la régénération naturelle. Effectivement, lui, il estimait cette idée-là très très compliquée. La difficulté qu'on a en termes de politique publique, après, c'est à voir ça avec les scientifiques, c'est par exemple ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le milliard d'arbres qu'il faudrait planter. Encore faut-il qu'on ait les essences, encore faut-il qu'on sache ce qu'on veut planter, ce qu'on peut planter, où on peut le planter, etc., etc. On voit bien que ça, c'est très discuté. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression, en tout cas dans les débats de politique publique, qu'en ce moment, il y a une hésitation à aller... enfin, en tout cas, on critique très clairement le milliard d'arbres, l'idée de la replantation, et surtout, il ne faut pas oublier, c'est l'idée qu'on les finance. On les finance sur un certain type d'arbres, par ailleurs, en plus. Et donc, il y a toute une politique publique à repenser. C'est ce que dit d'ailleurs la note de Terra Nova qui est parue hier. Hein. Il faut repenser complètement cette idée de replantation en regard de ce que va pouvoir faire celui de la Terre, tout simplement. Hein. C'est pas si simple que ça. Mais puis je crois que sur cette histoire de milliard d'arbres, il y a une notion effectivement de rentabilité, disons du côté économique de la forêt, etc., qui fait qu'il y a certaines forêts qui ont été coupées pour remplacer un... Ça, c'est l'une des grandes critiques de la NOP, et de dire, en fait, on coupe à blanc pour replanter. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement critiqué, sociétalement et même scientifiquement aujourd'hui. Je crois que là, il y a quand même beaucoup de fake news qui circulent. Nous, on a 40 grands tests. Hein. Tout ce qui a été coupé à blanc, c'était des parcelles ravagées par les scolytes, où les arrêtés préfectoraux obligent le propriétaire à évacuer les bois scolytés pour éviter la propagation de ravageurs. Donc, aujourd'hui, on vient taper sur le dos des gens qui ont coupé leur épicéa crevé. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés par le règlement. Et évidemment, nous, scientifiques, on leur a dit n'attendez pas que ça se régénère naturellement avec de l'épicéa. L'espèce n'est plus adaptée au contexte et donc il faut pas renouveler par cette essence. Donc là, forcément, on est dans une impasse. Et comme on est légalement obligé de maintenir la forêt et de reconstruire une forêt parce que le code forestier nous y oblige,
il faut bien que le propriétaire décide quelque chose, quoi. Donc là, le débat qui a lieu entre le propriétaire et les connaissances scientifiques, c'est « Ok, l'épicéa, vous dites c'est foutu, qu'est-ce que je mets à la place ?» Et les messages qu'on a fait passer, nous, au moment du plan de relance, là, je peux vous dire que j'ai sué une paire de jours à discuter avec ces décisions-là. On n'a pas été écoutés, ok, tant pis. Nous, on disait il n'y a pas d'urgence, parce que là, il y avait un agenda politique qu'il fallait que ça soit fait, les dossiers soient déposés avant la fin de l'année. Ça, c'était pas raisonnable. Donc, on a beaucoup lutté contre ça. On nous a pas écoutés une fois, tant pis. Il faut savoir que 80% des plantations de plan de relance ont foiré parce qu'il y a eu des sécheresses comme le bol après. En plus, voilà, donc tout ça, ça nous a un peu énervé et on sentait venir un peu quand même le truc. Mais il n'empêche que l'idée d'accompagner ça et de soutenir financièrement ces gens qui sont obligés de reconstruire une forêt, après, c'est dommage qu'ils ont été obligés de couper. Parce que le préfet, il a fait des arrêtés. Dans tout Grand Est, on a eu ça. On a déclaré une crise cibosanitaire avec obligation de lutte contre les scolytes. Et ça, à chaque crise scolyte, on va ça. C'est obligatoire. Donc, à partir de là, il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas eu de coupe rase pour décider qu'on va planter des nouveaux arbres. Ça n'existe pas. Ça, c'est des fakes. Et c'est des trucs que moi, je dénonce dans tout ce qui est publié par certains mouvements, dont je tais le nom parce qu'il y en a plein, mais qui sont complètement fallacieux parce que ils mettent sous le tapis ces obligations qu'ils ne connaissent pas en fait, et qui ont une vision très écolo du système. Donc ça, c'est un vrai souci aujourd'hui parce que cette tendance d'aller vers le côté environnemental de la forêt, c'est bien. Juste quand même se rappeler qu'aujourd'hui, tous ces services que tout le monde appelle de ses voeux, protéger la biodiversité, protéger ma santé en allant faire des câlins aux arbres ou autres services, aujourd'hui, ça ne rapporte pas un centime. Donc tout le modèle économique de la gestion forestière de notre forêt française, elle repose sur la vente de bois. D'accord ? Le bol d'air est gratuit, l'eau qu'on traite moins parce qu'elle sort plutôt de bonne qualité des écosystèmes forestiers, elle est au même tarif que l'eau qu'on traite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ce qui est protection de la biodiversité, c'est gratuit aujourd'hui tout ça. Donc si on bascule, moi j'y crois pas que ça va basculer comme ça juste sous la pression sociétale, parce que économiquement on ne pourra pas tenir. C'est juste pas possible, quoi. Donc il va falloir qu'il y ait soit qu'on trouve un moyen de financer ces services écosystémiques qui aujourd'hui sont gratuits. Donc ça veut dire, et ça on a des collègues dans nos organismes qui travaillent sur la recherche de systèmes de paiement pour services rendus par la forêt, sur le service de l'eau, sur le service stockage de carbone, sur le service biodiversité. Si on ne donne pas une valeur monétaire à ça, il n'y aura plus personne qui va pouvoir entretenir les forêts et sécuriser les zones où vous pourrez aller vous promener parce qu'il y a plein d'arbres qui vont retomber dessus, quoi. Donc tout ça, en fait, ouvre pour nous des nouveaux fronts de recherche pluridisciplinaires passionnants parce que, en gros, d'un côté, on va être dans des impasses écologiques. Les attentes de la société sont complètement nouvelles, mais très en méconnaissance totale du fonctionnement historique du financement de notre forêt et de son entretien. Donc finalement, que ce soit de la forêt privée ou de la forêt publique, les forestiers privés, ils n'arrêtent pas de dire combien ils investissent dans leur forêt. Et les gens ne voient qu'ils coupent des arbres et ils se font plein de fric. Oui, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que personne ne comptabilise, c'est l'investissement qui est fait là-dedans. Donc voilà, tout ça sont des vrais chantiers et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un gros travail de pédagogie pour expliquer tous ces nouveaux défis et ces nouveaux grands enjeux qui s'ouvrent à nous en termes de comment on va faire fonctionner tout ça, quoi. Alors, l'une des difficultés, moi je vais complètement dans ce sens-là, alors, d'abord sur les coupes à blanc, c'est légal. Donc le juriste, il n'y a rien à dire, c'est légal. Bref, donc on peut râler tout ce qu'on veut,
Si on veut faire que ça soit pas légal, il faut changer le texte. Donc déjà, moi, j'ai toujours un problème avec oui, il a coupé à blanc. Bah ouais, c'est bon, il respecte la loi, quoi. donc là, il y a un choix de société à faire. On voit bien hein, le rapport Catelot voudrait le limiter à 4 hectares. Alors, après, on a des rapports, notamment un rapport sur les coupes à blanc qui nous explique qu'en fait, elles sont beaucoup plus petites que ça en moyenne en France. Donc, en fait, c'est pas un vrai sujet. Non, mais d'un point de vue comptable instantané, c'est pas un vrai sujet si on suit la moyenne. Alors, il n'empêche que, effectivement, sur une révolution de 200 ans, peut-être ça peut être. Bon, après, c'est des débats, comme vous dites, il y a la question de. Chacun défend. Il n'y a pas de mauvais lobbyistes, il n'y a pas de méchants lobbyistes, il n'y a que des politiques qui sont faibles face au lobby, de mon point de vue. C'est chacun réagit face au lobby comme il veut. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement celle du financement. Et ça, on a un énorme problème de changement de paradigme dans le financement des politiques publiques forestières qui était très faible. Il faut quand même imaginer qu'en 2014, il y a un rapport de la Cour des comptes qui nous dit que le budget forestier, c'est 1 milliard d'euros. Alors, ça a beaucoup changé depuis, parce qu'il y a eu le plan de relance, etc. Mais on doit être à 3 milliards d'euros, 2 milliards et demi aujourd'hui, peut-être d'euros, en budget national de la forêt pour ce qu'est la forêt. Je rappelle ce qu'on n'a pas dit, mais c'est 10 milliards de déficit commercial bois, la forêt en France, quand on a la forêt qu'on a. Donc ça pose aussi un autre problème qui est celui de la structuration de l'économie industrielle, de la filière bois derrière tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend rarement en compte finalement dans la pensée, c'est qu'effectivement c'est économique. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que la pensée économique, c'est là où je pourrais avoir, moi, en observateur historique, c'est que la pensée économique, strictement économique du bois, n'a jamais réussi à faire que la balance commerciale bois française soit bonne. C'est-à-dire qu'on a pensé le bois comme une ressource économique, et pourtant on a toujours eu une filière bois relativement faible. Et si on regarde le début du XXe siècle, on est toujours en déficit de bois, etc., etc. On a toujours cette idée-là. Et donc il y a quelque chose à repenser autour justement de cet équilibre de la multifonctionnalité. Moi, il ne faut évidemment pas rebasculer ni sur le côté social, ni sur le côté environnemental complètement. Mais c'est cet équilibre qu'on a beaucoup de mal à trouver et c'est là où moi je suis plus optimiste. C'est parce que le législateur, globalement, arrive toujours à être assez unanime de ce point de vue-là. Et je prends juste un dernier exemple sur ce que fait le législateur, ce que pense le législateur aujourd'hui. Quand il pense coupe à blanc, par exemple, il dit eh ben, là où vous aviez une essence, peut-être qu'il faudra en replanter 2 ou 3. Alors 3, c'est toujours pareil, il y a des seuils, hein, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, on aime les seuils, enfin. Donc, par exemple, dans la proposition de loi Couturier, on nous dit il faudra replanter 3 essences à partir, je crois que c'est 4. Bon, ça c'est une révolution dans la pensée sylvicole. Alors, comme je vous fais aussi parfois un peu de conseils politiques, je dis toujours, pensez derrière, comment est-ce qu'on entretient ces forêts. C'est pas la même chose de penser une forêt, d'aménager une forêt mélangée qu'une monoculture, etc. Donc derrière, effectivement, ce côté-là est de la formation humaine. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a besoin d'humains en forêt. Et la technicité pour gérer ces forêts mélangées qu'on prône et qu'on propose de construire, ou ces forêts sylviculture à couvert continu, c'est très joli sur le papier, mais aujourd'hui, 90% des propriétaires forestiers privés n'ont pas les compétences pour faire ça. Donc, ça veut dire que derrière ça, il y a des enjeux de formation, et donc à tous les niveaux, et d'accompagnement. Donc, ça veut dire renforcer les équipes de conseillers techniques au CNPF. Enfin, il y a des frais. Le CNPF, c'est même pas 500 gens. Ah, oui, c'est ça. Ah ouais, il y avait juste sous la sto. C'était justement, si on rendait à ça, je me demandais quand il y a cette obligation de film pour les raisons sanitaires, j'imagine que si on replante en monoessence, le problème se reposera 30 ans plus tard à cause du caractère de monoculture. Vous avez partiellement répondu sur le fait qu'il peut y avoir, où il devrait y avoir des aides pour justement résoudre ce problème de monoculture et faire
et faire des plantations qui soient plus pérennes, en fait. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé sur la vigne, où il y a eu une grande période de surproduction avec des espèces de basse qualité. Il y a eu une reconversion de la viticulture soutenue en particulier par une formation dans les lycées agricoles, etc. Et des gens qui se sentent maintenant avec des niveaux plus élevés en termes de culture en madure biologique. Et il semble que ça ait quand même beaucoup amélioré les choses. Et je crois aussi avec des aides, même si je ne sais pas exactement, hein, mais il y a eu aussi des subventions ou des frichages qui pouvaient être un peu absurdes, mais enfin, en tout cas, il semble qu'il y a des domaines où un accompagnement comme ça de long terme, comme vous disiez, en combinant de la formation, a été relativement efficace quand même. Il y a une grande différence dans ce monde agricole et même viticole qui est à part un petit peu dans le monde agricole et le forestier, c'est le temps. Enfin, la révolution d'un feuillu en France, c'est minimum 70 ans. Pour les espèces à révolution relativement courte, c'est plus du siècle, voire 2 siècles pour le chêne. Donc, penser l'économie d'une plantation sur 2 siècles, c'est complètement antinomique avec notre société qui va chercher le milliardième de seconde dans son ordinateur. Et donc, et là, on a une vraie difficulté. Et les révolutions courtes en France, c'est le peuplier, qui n'est pas l'essence la plus noble, manifestement. Voilà. Et puis, un certain nombre de résineux qui sont à 40 ans. 40 ans, ça veut dire que vous plantez une fois et retrait dans votre vie professionnelle. Hein. Oui, et si j'ai bien compris, on va au contraire, surtout pour le mot énergie et tout ce qui est composite et tout ça, vers des plantes à rotation ultra courte avec des peupliers qu'on va récolter au bout de quelques années, voire des miscanthus. Il y a une espèce de continuité finalement qui est en train de s'établir à cause justement des constantes de temps dont je parle. Honnêtement, moi, il y a 2 choses qui me font réagir. Premièrement, que les monocultures, faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Enfin, on l'a dit, la filière économique de la forêt et du bois est déficitaire. On a une forêt aujourd'hui feuillue majoritairement qui correspond pas aux besoins de la filière. La filière a besoin de bois résiné. Donc, on vient de perdre l'épicéa, ok, ça c'est mort. Donc, il nous faut trouver des résineux alternatifs si on veut pas continuer à importer et avoir une balance économique déficitaire. Donc, je pense qu'il y a vraiment 2 aspects à voir. C'est qu'on a besoin de bois résineux en France, ou pas. Bon, c'est à cause de la vitesse de croissance ou il y a d'autres raisons? Non, il y a plein de raisons techniques. Enfin, le bois en construction et en particulier pour certains usages, même en bois massif, résineux, on a beaucoup de besoins. Un bois qui a plein de qualités techniques et qui est adoré en construction, c'est le bois du sapin de Douglas. Et donc, ça, c'est une espèce qu'on a introduite en France, qui est une espèce des États-Unis, hein, et qui aujourd'hui est une espèce qui a le vent en poupe du point de vue de la filière et qui attend de cette espèce une production importante. Et donc, voilà, du point de vue technique, les propriétaires privés aujourd'hui savent planter, éclaircir, faire croître et vendre du bois de Douglas. Donc ça va continuer. Et c'est pas pour autant que c'est aujourd'hui une prise de risque monstrueuse en termes de bioagresseurs ou de choses comme ça. Parce que justement, c'est une espèce qui est introduite récemment et qui n'a pas encore coévolué avec trop le cortège biotique et pathologique des espèces, des résineux qu'on a autochtones. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment à avoir une vision un peu autre que seulement idéologique et de ce qu'on entend sur
sur la forêt française aujourd'hui. Il faut réaliser que la forêt française aujourd'hui n'est pas adaptée aux besoins de la filière et que ça, je suis d'accord que la politique forestière française n'a jamais réussi à relever ce défi-là. Et donc, on ne progresse pas beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, qu'il y ait des aides encore aujourd'hui pour développer du résineux en France, moi, je trouve que ça, c'est nécessaire dans le contexte d'une vision de l'ensemble de la filière et de notre balance économique et quelque part un peu de bilan carbone, hein, parce que si on va chercher des bois scandinaves parce qu'on n'a pas de résineux en France, c'est quand même un peu ballot, quoi. Donc, après, il y a ça c'est tout à fait vrai, on a un problème, mais ça c'est un problème européen, c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique européenne parce que les pays, notamment scandinaves, n'ont pas intérêt forcément à ce qu'il y ait une politique européenne qui vienne leur tailler des croupières, hein, c'est assez logique. Mais en fait, on a un double problème. C'est adapter la forêt aux besoins. Moi, objectivement, je ne vois pas comment on peut faire. Nos besoins, ils sont aujourd'hui. Votre forêt, vous la plantez, au mieux, vous récolterez dans 40 ans, dans 70 ans. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'économie. Enfin, ici, il y a des gens qui font de l'économie, leur métier. Je ne sais pas ce que sera. Le problème qu'on a vis-à-vis de la forêt et de l'économie, c'est ça en réalité. C'est qu'on ne sait pas ce que sera le besoin économique, même si on sait qu'on aura besoin de bois, etc. On ne sait pas ce que sera le besoin économique. On ne sait pas aussi ce que sera l'évolution des machines IT, par exemple. Et derrière ça, c'est là où moi j'ai un tout petit point de désaccord, c'est que les problèmes de normes, c'est aussi des problèmes de choix. C'est-à-dire que construire avec du chêne, du châtaignier ou autre, on l'a fait et les maisons ont tenu très longtemps. Objectivement, je crois. Construire avec le bois local, on l'a fait et les maisons ont tenu très longtemps. Il y a même des charpentes célèbres qui ont tenu avec du bois de chêne pendant quelques siècles. Donc, la réalité derrière ça, c'est aussi une raison économique. C'est-à-dire que c'est effectivement beaucoup plus efficace économiquement d'aller chercher des bois moins chers, que le chêne était très cher pour faire de la construction. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais là, c'est là où en fait on a une vraie difficulté. C'est que certes, notre forêt n'est pas adaptée à nos besoins économiques, mais la question est de savoir s'il faut adapter toute la nature à nos besoins économiques. Et ça, c'est une vraie question sociétale. Et aujourd'hui, on est en train, effectivement, de... Alors, on voit bien le Green Deal est en train de changer un peu de nature, mais on voit bien quand même que la tendance est au fait que, globalement, on a fait à peu près n'importe quoi avec la nature et qu'il faudrait peut-être que nous nous adaptions à la nature plutôt que vouloir faire l'inverse. C'est aussi ça, la doctrine aujourd'hui. Et la forêt, elle est complètement dans cet enjeu-là. Et c'est l'équilibre qu'il faut trouver qui fait l'objet d'un débat. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est ça. Après, les scientifiques apportent leurs connaissances techniques, la résistance du bois, etc., des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et bon, les politiques choisiront. Au fond. Oui, c'est couvre mes discussions très, très intéressantes. Pour le laboratoire qui organise ce séminaire, on a été créé il y a 11 ans, 12 ans maintenant, pour étudier en matière interdisciplinaire les transitions climat et énergie. Depuis, on a eu un certain nombre de contacts, aussi bien avec le CNRS ou avec les comités d'évaluation. Et ayant été directeur, je peux dire que à chaque fois qu'on a eu affaire à des décideurs de politique scientifique, on nous a dit ne vous occupez pas d'agriculture, ne vous occupez pas de choses qui ne vous regardent pas. Vous êtes une UMR CNRS, si vous étiez une UMR INRAE, vous pourriez peut-être vous occuper de ces choses-là, mais ne mélangez pas tout, etc. Et alors, j'imagine qu'au choix, vous pouvez être surpris ou simplement résigné, parce que c'est comme ça que se construit une partie de la politique scientifique. Moi, j'observe que, vous venez de dire, il y a un déficit d'informations solides, fiables, de connaissances vérifiées, et il y a une demande de gens qui soient capables de travailler sur ça. Moi, la question que je me pose, c'est, j'imagine
qu'à Nancy, l'université doit avoir des formations dédiées à la forêt, il faut l'espérer. Je pense qu'à Paris, quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la forêt, on lui dira « va à Nancy, s'il te plaît ». Comme si dans l'Île-de-France, il n'y avait pas de forêt et tout pas de choses comme ça. Et je dis, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions pour que la recherche soit, alors comment dire, partagée ou de manière qu'on ne nous condamne plus à rester en silo, parce que c'est ça le problème. Mais je peux vous dire que j'ai eu des messages extrêmement brutaux sur le fait que, s'il vous plaît, le monde agricole et la forêt, ça n'a rien à voir avec l'énergie. On essaie de dire, mais vous êtes complètement fou. C'est ça a tout à voir. Non, parce que c'est pas vous qui vous occupez de ça, c'est pas dans votre fiche de poste. On se rend compte qu'il faut des années, là, il faut passer devant des discussions pénibles pour dire si on a raison, il faut le faire. Et donc, je suis extrêmement contente de pouvoir suivre ce séminaire, mais je me dis, à un moment, il va falloir essayer de se révolter un petit peu pour dire est-ce qu'on peut arrêter de maintenir les scientifiques dans des lignes bien choisies. Parce que quand je vous entends, vous dites on ne se pose pas le problème de l'usage, je résume, de l'usage qu'on fait de ce que produit la forêt. On n'est pas capable de l'intégrer à notre réflexion. Parce que normalement, moi je travaillais sur des forêts au Moyen-Âge. Là, on voit ce que produit la forêt. Elle produit de tout, absolument de tout. Et elle fiscalise ça. On est capable de dire que l'avoine cultivée en forêt, ça donne tant pour etc., etc. On a perdu ça. Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Moi, je pense que ça va être obligatoire. Si les enjeux changent, il va falloir qu'on trouve des moyens d'évaluer tous ces services et de leur donner une valeur. Alors, c'est pas forcément une valeur en euros, ça peut être une valeur en d'autres choses. Mais si on se met à faire du troc entre services, si on se met à avoir le troc, le carbone, il est déjà lancé. Donc, si on se met aussi à avoir l'impossibilité par la force des changements climatiques d'avoir l'ensemble des services rendus dans chacune des forêts, parce qu'aujourd'hui la multifonctionnalité c'est ça, on espère que toutes les forêts remplissent tous les services partout. Ça, moi, je n'y crois plus. Enfin, toutes les prospectives auxquelles j'ai participé montrent qu'il y a des endroits où on ne fera plus de production et où on ne fera plus que de la protection. D'autres endroits où on pourra faire de la production, mais du coup, on fera peut-être de la production plus intensive au détriment de services de protection de biodiversité, par exemple, ou autres. Donc, si on va vers ça, il va falloir qu'on soit capable de vérifier que au global, cette multifonctionnalité reste vraie. Et ça, il va falloir de la métrique pour ça. Donc moi, je suis une bille en économie. Je travaille avec le Bêta à Nancy qui traite un petit peu ces questions-là. Moi, j'éclaire juste avec des probabilités qu'il se passe ça ou ça du point de vue du vivant. Après, voilà, l'économie, c'est pas mon domaine. Donc, ces services-là, aujourd'hui, il va falloir trouver un moyen de les aligner pour les comparer, les évaluer et redonner cette valeur à toutes ces fonctions, toutes ces productions, tous ces services qui peuvent sortir de la forêt et qui aujourd'hui ne sont pas quantifiés. Donc il y a eu ces débats-là dans tous les exercices EFES, où voilà, on a essayé de dire l'ensemble de ces services-là, mais on n'est pas aujourd'hui, et alors ça, il faudra aller jusque dans la loi. Si on veut aller vers ça, il faudra qu'un jour, il soit écrit combien vaut. Alors, ça peut être
des points. Ben, moi, je sais comme c'est des bons points, quoi. Hein. Et à partir de quand on aura une bonne image, parce qu'on aura suffisamment de points de service dans une région, dans un massif forestier, dans une propriété, si on descend à l'échelle du propriétaire. Et je suis pas sûre que l'échelle à laquelle ces choses-là vont devoir être évaluées reste les mêmes échelles que ce qu'on fait aujourd'hui. Un aménagement forestier d'une forêt, aujourd'hui, moi je pense que c'est en train d'exploser. C'est-à-dire que on va être à des échelles plus larges, où on va avoir plus de souplesse, parce que cette forêt-là va creuser, mais l'autre va bien. Elles sont à faible distance l'une de l'autre. Donc, les échelles aussi spatiales à laquelle on va devoir évaluer ça vont peut-être exploser. Donc, Ma question est surtout d'un point de vue recherche. C'est ça nous, c'est vraiment de construire des UMR pluridisciplinaires. Hein, donc, voilà, il y a des programmes. Donc, l'Université de Lorette, pour vous rassurer, lance depuis cette année, le premier appel d'offres vient d'être lancé, ce qu'on appelle des programmes interdisciplinaires dans le cadre de Lorraine Université d'Excellence. Donc, ce qui prend la suite de notre LabEx Arbre, où là, on est obligé de travailler à 2 disciplines. Et donc, en gros, discipline sciences dures et sciences humaines, sociales ou économiques dans la plupart des projets. Et ça fait partie des critères numéro 1 d'évaluation des projets. C'est une très bonne nouvelle. Mais simplement, je voulais dire, avoir entendu régulièrement, par exemple, François Poutot pourrait le dire à ma place, que la botanique, c'est une science du 19e siècle, et peut-être même du 18e siècle, donc il ne faut pas se foutre du monde, c'est très lié, le muséum, c'est pour ça. Et quand même, la drosophilie, c'est quand même un peu plus intéressant que ça, ou des choses comme ça, parce que c'est des manières d'enterrer complètement l'expérience scientifique qui, sur le sujet, est une expérience qui a plusieurs siècles, sinon des millénaires. C'est ça qui me... à courte distance, à courte vue, nous, scientifiques, nous ne sommes même pas capables, nous sommes capables de nous parler, nous ne sommes même pas capables de dire à des gens qui nous représentent, je sais pas, ta gueule ou et quelque chose comme ça pour dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ce que je peux me permettre juste un truc, c'est l'idée que la forêt et l'agriculture ne seraient pas liées. C'est d'ailleurs pour ça que pendant plus de 100 ans, le ministère de l'Agriculture était le ministère tutelle de la forêt, c'est tellement pas lié que c'était dedans. Et que encore aujourd'hui, la direction de la forêt est dans le service, on appelle la DGPE du ministère de l'Agriculture. Hein. Expliquer que c'est pas lié, que c'est même pas cavalier, c'est bon. Mais au-delà de ça, c'est lié aussi au fait qu'on a séparé économiquement les 2 espaces à partir du XIXe siècle. Ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, au Moyen-Âge, les espaces étaient complètement imbriqués. Et d'ailleurs, la forêt ne ressemblait pas à celle qu'on connaît aujourd'hui du tout. Ce n'était pas la même forêt. Quand on parlait tout à l'heure de définition de la forêt, au XIXe siècle, enfin, au XVIIe siècle, on ne parle pas de la même forêt qu'aujourd'hui. Mais c'est cette dissociation économique des 2 espaces, la spécialisation économique des 2 espaces, et la spatialisation même, qui fait qu'on a séparé les 2. Aujourd'hui, moi, j'ai la sensation, dans les débats en tout cas qu'on peut assister, même dans les réflexions juridiques et autres, on voit des choses qui commencent à se réimbriquer. L'idée de commun, elle vient depuis 20 ans. Hein. C'est pas une idée... Enfin, elle avait disparu. Celui qui parlait de commun dans nos bâtiments, c'était anarcho-communiste, quoi. C'était... alors, l'histoire du droit, je raconte pas. Et donc, moi, j'ai l'impression quand même que ça revient. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je prenais tout à l'heure le nom de Katia Blairon, qui est une juriste très, très bonne professeure de droit de Nancy, qui travaille, elle, par exemple, sur la gestion de massifs. On a aussi, au niveau international, on a des choses à aller voir ce qui se fait ailleurs. L'interrelation avec ce qui se fait dans les droits étrangers, de la gestion des espaces, où on peut amener des bêtes, parfois, etc. C'est aussi cette autre vision. Et c'est là où on peut être critique sur la pensée française telle qu'elle s'est développée, c'est qu'au fond, cette filière forêt-bois va pas très bien économiquement, pas dire le contraire, quoi. Et pourtant, on l'a hyper spécialisée, on lui a donné tous les moyens de la rationalité économique pour bien fonctionner, et on a 10 milliards de déficit commercial, etc., etc. Donc,
c'est autour de ça qu'il faut repenser quand on parle d'agroécologie ou d'agroforesterie, etc., etc. C'est cet espace qu'on a dans le quart sud-est de la France qui est enforesté parce qu'on n'y a plus mis les bêtes, parce que toute cette agriculture-là a disparu. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être imaginer de repenser cet espace, qui est un espace inflammable par ailleurs. Et c'était pour rabattre à nouveau sur le problème formation, etc. Bon, dans cette université, il y a 24 000 étudiants en SHS et 12 000 en sciences. Je ne pense pas qu'il y ait une seule formation qui, s'il y a un master espace et milieu, où quelques dizaines d'entre eux pourront voir ça. Mais comment on amène, comment on ouvre l'esprit de gens qui veulent se former, comment on l'ouvre à ça? Et j'ajoute que c'est d'autant plus paradoxal que notre université est tutelle de la station forestière d'Avon dans la forêt Fontainebleau, dont la plupart de mes collègues découvrent avec stupeur l'existence quand on les invite à passer 2 jours là. Donc, il y a vraiment un problème de comment arriver à tourner le regard et à tourner le regard de gens qui ne sont pas nés dans l'espace choral, mais qui sont nés ça, pour moi, c'est une vraie question. Et on bloque contre des parias capables. Ouais, en vrai, moi, je vois bien, parce que ce qui fait la richesse les challenges qu'on a pour les décennies à venir, là, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble dans nos disciplines. Et moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que tant que notre système d'évaluation de la recherche reste disciplinaire, on va dans le mur. Donc, moi, mon niveau d'intervention, on va dire, c'est mon lobbying et mon engagement dans la réforme de d'autres manières d'évaluer nos recherches. Et donc, moi, je suis impliquée dans tout ce qui concerne l'évaluation non académique de nos productions scientifiques. Donc, dans tout ce qui a été le mouvement RFA et l'évaluation. Alors, à Hydrae, on est très sensible à ça parce qu'on a beaucoup de recherches partenariales, etc. Et donc, moi, je continue à défendre ça parce qu'on a quand même toujours ce système d'évaluation où nos jeunes chercheurs vont être évalués sur leurs publications dans leur discipline et que ça va prendre un certain nombre d'années avant qu'on puisse les embarquer tant qu'ils n'ont pas créé leur notoriété dans une discipline. On ne peut pas aujourd'hui les embarquer sans les envoyer au casse-pipe dans des projets interdisciplinaires qui les... Alors, on peut les embarquer avec nous, mais pour l'instant, moi, je trouve que ces trucs-là, c'est les vieux, un peu comme nous, qui vont en se disant, si on soupe, en fait, c'est moins grave. On essaye d'entraîner des jeunes. On peut avoir des doctorants, mais qui vont être dans des projets interdisciplinaires, mais dont l'activité de recherche restera disciplinaire parce que c'est là-dessus qu'on va leur faire démarrer leur carrière, quoi. Vous êtes mûr pour Véronique. Je suis aussi dans l'UMR Silva est aussi très pluridisciplinaire et donc ça fait partie des choses que moi je défends aussi mais que je défends avec beaucoup de précautions et vis-à-vis des jeunes chercheurs parce que je trouve que c'est suicidaire de les envoyer trop tôt tant qu'ils n'ont pas leur carte de visite disciplinaire et presque leur HDR, quoi. En gros, il faut aller jusque-là, quoi. Les ATR, on arrive à en faire des un peu plus richement parfaits. Question pour la co. Il y a des mécanismes de rétroaction partout, négatifs, positifs. Par exemple, la foliation qui est plus précoce quand le climat se réchauffe et la défoliation qui est plus tardive, c'est un mécanisme qui va plutôt dans le bon sens au niveau de la régulation. Qu'est-ce que vous faites rentrer dans vos modélisations par rapport au réchauffement, à l'élévation du carbone, pour essayer de prédire dans quel sens on va avec les forêts? Oui, j'ai pas ça de tout ce genre de choses. Des modèles, y compris les modèles mécanistes, on prend en compte ce genre de choses, puisque toute la phénologie, elle est
elle est prise en compte et donc on prend en compte le fait, en effet, que on va avoir un démarrage plus précoce, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on prend. Après, il y a des choses qu'on prend effectivement beaucoup moins bien, comme je le disais, et c'est des choses qu'on commence à intégrer sur la mortalité, par exemple des arbres, la mortalité, le renouvellement encore plus. Je dirais que maintenant, je dirais qu'on commence à avoir des trucs de la mortalité, encore qu'effectivement, on commence à représenter les phénomènes d'embolie, enfin, moins les problèmes de... Mais on va pas vous lâcher. mais... Passer au carbone. Effectivement, donc, mais c'est bon, ça vient petit à petit. C'est vrai que tout ça, on commence à intégrer un peu plus. Avec après, la difficulté de tout ça, c'est que plus on rajoute de ces processus, et plus on a des systèmes qui sont compliqués à maîtriser. Donc là, on le voit au fur et à mesure qu'on a qu'on complexifie le modèle, ça devient de plus en plus difficile de le stabiliser, on va dire, parce que après, évidemment, on augmente le nombre de degrés de liberté, et puis on augmente le nombre de degrés de liberté. Bon, après, il y a les contraintes aussi en calcul, parce que c'est évidemment le coup plus compliqué. Mais il y a ce phénomène-là. Il y a des phénomènes après d'échelle, en fait, qui sont importants. On se rend compte en ce moment, on intègre par exemple effectivement les aspects de représentation d'une parcelle forestière avec les coupes, etc. En fait, on voit que quand on passe sur là, on a un problème de changement d'échelle parce que autant nos modèles avant, on n'avait pas vraiment d'échelle spécifique. Vous pouvez le faire tourner un peu à n'importe quelle échelle. Et plus on rentre dans des processus, plus ils deviennent échelles spécifiques et ça devient compliqué. Et les faits en fait, comme je disais au départ, les modèles représentaient une espèce d'arbre moyen. Donc, du coup, il n'y avait pas tellement d'échelle spécifique. On pouvait le faire tourner à l'échelle de la station comme d'une grille climatique. On faisait une hypothèse que notre système, qu'on avait le même arbre, l'espèce de clone, partout. Et donc voilà, petit à petit, on intègre effectivement la diversité fonctionnelle, on intègre donc la représentation de la parcelle, alors, le fait qu'il y a des arbres avec des diamètres différents, etc. Donc tout ça, on intègre progressivement tout ça, mais du coup ça pose de nouvelles questions. Enfin, ça rajoute, outre le fait que c'est de plus en plus difficile à maîtriser, ça rajoute effectivement des questions nouvelles auxquelles on ne s'était pas vraiment posé, comme celle de la question de l'échelle, qui devient... Je voudrais revenir un petit peu, si c'est possible, sur la question économique. Et par exemple, vous aviez pris l'exemple quelqu'un, je ne sais plus, a pris l'exemple du sud-est de la France qui est très largement inexploité et dans lequel la forêt a gagné sur l'agriculture, mais c'est sans doute pas un hasard. Si l'agriculture a régressé là, c'est parce qu'elle est plus difficile à faire de façon rentable. Mais est-ce que dans les zones il y a des dimensions à la fois donc en effet d'hygrométrie et que le climat n'arrange pas, peut-être de sol, le sol de la Provence, c'est pas le sol de la Beauce, et donc est-ce qu'il n'y a pas une corrélation physique entre le fait que des zones ont été désertifiées au niveau agricole, sont aussi des zones dans lesquelles il est beaucoup plus difficile de faire une économie rentable. Donc on peut pas forcément dire parce que puisqu'on n'a plus fait d'agriculture, puisqu'on ne fait plus d'agriculture et qu'à cet endroit-là on a du bois, il suffit de remplacer par du Douglas pour rendre la filière plus rentable. Et puis donc est-ce qu'il n'y a pas des effets tout simplement de possibilités physico-biologiques qui imposent en quelque sorte des modèles? Et si d'un autre côté, je me souviens ce que disait Nicolas sur le fait que essayer de remplacer une forêt non gérée, non rentable, en gros, par une forêt qui soit plus rentable. Là, c'était en termes de CO2, mais j'imagine qu'on peut un peu coupler ce qui est rentable en termes de capture carbone et ce qui est rentable au niveau économique, puisque ce qu'on capture en carbone, ça veut dire qu'on va le mettre dans des maisons ou dans des choses comme ça. Mais et que dans ce cas-là, on prend 65 ans d'effets négatifs sur l'environnement.
ça rend un peu pessimiste. Est-ce qu'il n'y a pas une... Voilà, quelle piste il y aurait pour essayer de sortir de ce dilemme que essayer de rentabiliser des zones qui sont aujourd'hui non gérées et donc peu rentables a un coût environnemental qui est négatif. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche dans ce sens? Il y a une problématique que j'avais oubliée, ce sont les terrains privés et que vous êtes propriétaire de 500 hectares. Ça serait énorme. Mais quand vous êtes propriétaire de 20 000 mètres carrés, de 10 000 mètres carrés, et vous avez les forêts, mais l'idée même de rentabilité, en fait, là où on se heurte à la problématique en forêt privée, c'est l'idée de rentabilité de la forêt privée. On a plus de 2,5 millions de propriétaires forestiers en France. On a des propriétés très petites. S'en sert pour faire leur boulot, pour se chauffer l'hiver, elles sont comme ça. Mais de toute manière, économiquement, ça rapporterait quoi d'avoir un bois qui fait même 1 hectare? C'est-à-dire qu'il faut imaginer de quoi on parle d'un point de vue du parcellaire. Et sur ces terrains-là, notamment dans le sud, c'est des anciens terrains agricoles. Donc, on est sur des tout petits parcellaires parfois. On a même, alors même si le cadastre a beaucoup progressé, le dernier rapport de l'année dernière sur la forêt privée française, mais en réalité, là où on a une problématique, c'est qu'on est descendu à faire des PSG, des plans stables de gestion, à 20 hectares au lieu de 25 hectares. Le problème, c'est qu'on n'arrive déjà pas à faire en sorte de les contrôler et de les signer, parce qu'il faut du personnel pour aller contrôler et signer un PSG, figurez-vous. Et que, comme on faisait à 25 hectares, ça multiplie grandement déjà. Mais 20 hectares, c'est déjà beaucoup pour certains propriétaires. La problématique, c'est que la forêt privée française n'est pas vue par ses propriétaires comme un objet économique. Et si vous voulez passer par-dessus ça, il faut aller chercher des modèles coopératifs de massifs, comme vous pouvez en avoir en Finlande, par exemple. Mais là, le propriétaire n'est plus maître de chez lui. Finalement, il délègue la gestion. On délègue la gestion d'un massif. C'est l'idée, par exemple, de la gestion de massif. Alors moi, je suis très pour la gestion de massif, mais c'est idéologique. Mais ça veut dire que le propriétaire ne regarde plus finalement ce qu'il fait, qu'il délègue ça, et que la parcelle est dans une rotation d'un massif, et que tous les ans, il aurait, par exemple, une quote-part de ce qui sort du massif. Mais ça, c'est compliqué. Et ça va nous ramener à toutes ces problématiques de remembrement qu'on a connues à une époque dans le monde agricole, etc., qui n'a jamais été fait en forêt, et on sait pourquoi. Et non, justement, parce que d'abord, c'est socialement beaucoup plus compliqué. Parce que les propriétaires de forêt n'étaient pas les mêmes que les propriétaires de terres agricoles. D'une part, et puis qu'il n'y avait pas cette idée de... En tout cas, dans les années 60, on commence... Après, c'est l'après-guerre où on a cette idée de rentabilité de la propriété. Mais on voit bien que ça n'infuse pas chez les propriétaires privés qui en font des réserves de chasse, des réserves de machin, etc. En réalité, ce n'est pas leur objet. La forêt économique en France, c'est la forêt du domaine royal, c'est la forêt de la couronne, c'est la forêt de l'ONF. Je rappelle qu'il y a encore 5 ou 6 ans, sur 25% de l'espace forestier français, avec les forêts de montagne et les forêts protégées de l'ONF, c'était 40% du bois sorti. C'est ça la réalité économique de la France. Donc la forêt privée, et notamment celle du sud-est, avec des essences par ailleurs qui sont parties et qui sont rentables, c'est ça le problème qu'on a. Et là où juridiquement on ne sait pas faire de toute manière, et c'est aussi à l'État de trouver un moyen de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de trouver un sens économique à ces terres-là. Ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, les PSE. Les PSE qui... voilà. Mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'autre PSE. Mais ça, c'est la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et objectivement, on n'a pas la martingale. Hein. Il faut qu'on s'arrête. Moi, je dois courir. Je suis désolée, mais je vais vous rater très probablement si je pars pas tout de suite. Merci beaucoup pour l'intervention du people là. C'est quoi,